Merci Joseph. Le financement de la retraite, tel est aujourd'hui le thème de notre émission. Monsieur Strauss-Kahn, qui est professeur d'économie à Paris-X-Nanterre et qui recevra peut-être un jour le prix Nobel de sciences économiques, et moi-même attendons vos questions au 787 33 33. Pour introduire la discussion, je vous propose ce reportage de Michel Lantenant. La question que les Français se posent le plus souvent à propos de la retraite est celle de l'âge. Peut-on partir à 65, 60 ou même 55 ans? En fait, c'est devenu un faux problème. Pour prendre une retraite heureuse et profiter enfin de la vie, il faut 37 années et demie de travail selon les critères actuels de la sécurité sociale. Autre idée reçue, on ne cotise pas toute une vie pour retrouver plus tard le fruit de cette épargne forcée. Le système actuel a été mis en place en 1945 et les travailleurs de l'après-guerre ont payé la retraite de leurs anciens, bien que la plupart n'aient jamais cotisé. Il fallait, sur 1000 francs de salaire, en 1945, 50 francs pour assumer la totalité des charges sociales. Il faut déjà aujourd'hui, 1980, plus de 100 francs pour assurer les mêmes charges sociales. Est-ce que demain, 200 francs suffiront? Le paiement de la retraite est lié à la croissance ou à la crise économique. C'est ce qui a permis l'augmentation du pourcentage des charges sociales affectées à la retraite. De 7,5% en 1945, elles sont passées à 11,5% en 68 et 17% en 1979. Le financement de la retraite dépend également du nombre d'actifs par rapport aux retraités. Pour un retraité, on comptait 15 travailleurs en 45, 5 en 65, 3 en 80 et on en sera bientôt à 2 pour 1. Comment maintenir dans ces conditions la progression du taux moyen de la retraite par rapport au dernier salaire? De 20% en 45, ce taux est passé à 50% en 65 et 70% en 80. Ce taux est d'ailleurs bien meilleur pour les petits salaires que pour les gros, mais il est possible de compenser ce futur manque à gagner par une action individuelle comme un achat d'appartement ou d'actions en bourse. Ce genre d'initiative peut être risqué et les revenus sont soumis à l'impôt. Au contraire, les plans de retraite complémentaires, initiatives collectives sous l'égide de banques ou de compagnies d'assurance, permettent de prévenir les fluctuations économiques et l'érosion monétaire sans avoir à faire de prévisions à 10 ou 20 ans. Nous, à Arcapi, qui est l'association pour la promotion et la protection des retraites par capitalisation, qui est une association sans but lucratif, loi de 1901, nous sommes là pour conseiller et informer les personnes concernées par les problèmes de retraite, justement dans le choix, par rapport à leur motivation, dans le choix des organismes agréés ou compagnies d'assurance auprès desquels ils peuvent souscrire ce genre de contrat. C'est une simple question d'âge peut-être et de moyens. Il est bien évident que les problèmes se posent différemment en fonction que l'on ait 35 ans ou que l'on ait 55 ans. Le laps de temps pour préparer sa retraite n'est pas du tout le même. Les moyens rentrant moins en ligne de compte que la période, à mon sens. Une croissance zéro, caractérisée par un accroissement catastrophique du nombre des chômeurs, déséquilibrerait définitivement la sécurité sociale et ne permettrait pas de payer les retraites. Le maintien d'une croissance et d'une démographie raisonnable est un impératif absolu, sous peine de transformer tous les retraités en assistés. Monsieur Strauss-Kahn, on parle beaucoup de système de retraite par capitalisation et par répartition. Alors, je crois qu'il faudrait d'abord commencer par préciser ces deux termes. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Alors, prenons le premier, répartition. Un système de retraite par répartition est un système dans lequel les actifs, les gens qui travaillent, payent des cotisations qui sont quasiment immédiatement reversées aux gens qui sont bénéficiaires de ces retraites. On répartit ce que l'on ponctionne sur la population active. C'est la solidarité entre les générations. Tout à fait. C'est la solidarité entre générations et c'est le système qui a été choisi en France au lendemain de la guerre, Oui. notamment parce qu'il a pour avantage immédiat de démarrer le jour où on décide de le faire démarrer. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de système de retraite et qu'on met en place un système de retraite par répartition, on ponctionne immédiatement des cotisations sur la population active et immédiatement on peut le redistribuer. C'est ça. Avantage, donc vous l'avez dit, et inconvénient? Il n'y a pas d'inconvénient véritable, il y a simplement comme caractéristique que ce système, ça peut être interprété selon les périodes comme un inconvénient ou un avantage, transmet directement aux retraités et sans délai les fluctuations que peut connaître l'activité et le revenu des actifs. Alors en période de croissance, c'est merveilleux, et c'est pour ça qu'au travers de la croissance française jusqu'au début des années 70, le système a parfaitement bien fonctionné. Les retraités bénéficient de la croissance du revenu qu'enregistrent les actifs, et finalement ça n'est que justice, puisque cette croissance du revenu des actifs est elle-même largement due au travail des retraités quand ils étaient actifs, si bien qu'avec un certain décalage, les personnes qui sont à la retraite retrouvent quelque chose qu'elles ont investi plus tôt.
Alors l'autre système, C'est-à-dire la capitalisation. le système dit de capitalisation, qui est beaucoup plus développé dans d'autres pays qu'il ne l'est en France, c'est par exemple le cas en Allemagne, où une bonne partie des retraites, ou une large partie des retraites fonctionnent sur la capitalisation, est un système qui ne fonctionne pas sur une notion de transferts sociaux, de solidarité, c'est un système qui est beaucoup plus individuel. C'est l'épargne. Alors, ça repose sur un principe qui est proche de l'épargne, sans que ce soit exactement l'épargne au sens où chacun l'entend. C'est l'épargne, oui, parce que chacun cotise à une caisse de retraite, qui en fait généralement est une compagnie d'assurance, un organisme de capitalisation en général, et accumule un certain nombre de flux d'épargne année après année, et puis les intérêts de ces flux d'épargne, et retrouve le jour où il est à la retraite l'ensemble de ce qu'il a pu épargner. C'est différent de l'épargne au sens où l'on l'entend traditionnellement, en ce sens que c'est l'organisme de capitalisation qui gère l'ensemble de ces fonds, alors que lorsque l'on épargne à titre individuel, on gère au jour le jour les flux que l'on a mis de côté. Alors, avantages et inconvénients très rapidement de ces systèmes de capitalisation. L'avantage au plan de l'économie dans son ensemble, c'est que cela génère justement des comportements d'épargne et d'épargne de long terme, puisque lorsqu'on s'engage dans une opération de ce type, c'est pour un assez grand nombre d'années. Par conséquent, ça sert très largement au financement de l'économie. Inconvénient, on ne sait pas dès le départ ce que l'on va retrouver lorsque l'on sera à la retraite. On peut retrouver quelque chose qui soit parfaitement intéressant, on peut retrouver quelque chose qui soit un peu moins intéressant. Ça dépend d'un assez grand nombre de variables, et notamment de la façon dont l'ensemble du développement économique s'opère, mais on n'a pas la même garantie de niveau de retraite que celle que l'on peut avoir sur un système de répartition. On peut avoir moins ou on peut avoir plus, selon finalement que le système de capitalisation conduit à récupère des fruits importants dans la croissance et dans ses placements, ou n'en récupère pas. Voilà, je crois que c'est important d'avoir quand même ces précisions concernant la capitalisation et la répartition. Et maintenant, c'est à vous de poser les questions qui vous intéressent à mon invité. Première question, c'est à vous. Allô? Oui, bonjour. Je n'entends rien. Parlez, madame, on ne vous entend pas bien. Allô? Allô, bonsoir, Ah, mademoiselle. ça va très bien. Je Bonsoir. voudrais poser comme question, j'ai cotisé à l'assurance volontaire pendant plusieurs années. À l'époque, c'était rue du Ranty. Et je voudrais savoir si ces versements vont compter dans mes cotisations pour la retraite. Monsieur. Alors, bon, de façon générale, les questions précises sur la situation de telle ou telle personne sont extrêmement délicates à traiter directement, parce qu'il y a en France plus de 600 régimes de retraite différents, et les gens appartiennent généralement à plusieurs régimes de retraite, les uns après les autres, selon leur trajet professionnel. Alors, en règle générale, toutes les cotisations qui ont été effectuées sont prises en compte dans le calcul d'un profil de carrière qui essaye de mettre bout à bout ce qui a pu être cotisé à telle caisse à tel moment de la vie, à telle autre caisse à tel autre moment de la vie. Maintenant, il arrive qu'un certain nombre de caisses supposent que l'on ait cotisé un temps minimum à cette caisse pour pouvoir bénéficier des prestations qui sont dues. Alors, dans le cas de la dame qui nous interroge, selon que la caisse auquel elle s'est adressée fait partie de ces caisses qui supposent un temps de cotisation minimum ou non, et selon le cas échéant que ce temps de cotisation minimum aura été atteint ou non, la réponse variera. C'est ça. Pas? En règle générale, la reconstitution des profils de carrière essaye de tenir compte de l'ensemble de ce que les gens ont pu cotiser aux différentes caisses qui les ont concernées. Donc il faut que cette téléspectatrice aille voir cette assurance auprès de laquelle elle a versé des cotisations volontaires pour lui demander si elle doit, ou si cette assurance demandait une trajectoire précise de cotisation ou pas. Voilà, je crois que c'est assez clair. Une autre question, c'est à vous. Alors oui, est-ce que j'ai droit à la retraite? Ah, j'ai pas entendu le début de votre question, madame. J'étais commerçante et j'ai vendu mon commerce il y a un mois. Oui. J'ai 60 ans. Oui. Est-ce que j'ai droit à la pré-retraite ou à la retraite? 60 ans, une commerçante. Est-ce qu'elle a droit à la pré-retraite ou à la retraite? Alors, les régimes des retraites des personnes qui ne sont pas des salariés, qu'il s'agisse de professions libérales ou qu'il s'agisse d'artisans ou de petits commerçants, sont généralement des régimes qui sont particuliers, n'est-ce pas? Et ce sont généralement des régimes particuliers qui fonctionnent par points, c'est-à-dire que vous devez atteindre un certain âge avant de toucher votre retraite. Alors là aussi, c'est un peu une échappatoire, enfin comme pour la question précédente, et je m'en excuse, mais ça dépend principalement des caractéristiques de la caisse de retraite de cette dame. Certaines de ces caisses de retraite prévoient de verser les retraites auxquelles on a droit à 65 ans
que l'on continue à travailler ou que l'on ne continue pas à travailler. D'autres prévoient de les verser uniquement si l'on ne continue pas à travailler et ne verse pas les prestations si l'individu continue à travailler. Et en l'occurrence, le régime auquel cette dame est astreinte dépend directement de la caisse à laquelle elle a cotisé. Donc je crois que pour toutes ces questions, qui sont des questions extrêmement précises, n'est-ce pas, sur les droits de tel ou tel ayant droit, il n'y a pas de réponse systématique qui puisse être donnée sans avoir le dossier sous la main. C'est ça. Et alors, je voudrais également vous rappeler que vous pouvez joindre Arcapi, c'est-à-dire une association loi 1901 qui donne des conseils et de l'information pour la retraite, au 878 49 84. Vous voyez inscrit le numéro sous vos yeux, ce qui vous permettra de présenter votre dossier particulier et de poser des questions très très précises qui vous concernent à Arcapi. Et là, vous aurez une réponse tout à fait circonstanciée. Une autre question, c'est à vous. Allô? Bonjour? Parlez. Allô? Allô? C'est un monsieur. Bonjour monsieur. Allô? Voilà monsieur, j'ai 61 ans d'âge, j'ai deux possibilités, soit prendre une retraite ascédique, à une pré-retraite, ou alors une retraite plénière du fait que je suis ancien combattant et que j'ai le droit à 60 ans de prendre une retraite. Oui. J'ai plus d'intérêt à prendre une retraite ascédique étant donné que mon salaire actuel est assez intéressant. Et est-ce que vous pensez un jour que la retraite ascédique sera confondue dans une retraite plénière avec les nouvelles modalités du gouvernement actuel? La tête de M. Strauss-Kahn est très le gouvernement actuel, autant que j'en sache, mais je n'en sais pas plus que vous, est en train d'essayer de refondre et de réorganiser un peu le maquis des retraites qui comprend, vous le savez, je le disais tout à l'heure, des voies extrêmement diverses et extrêmement compliquées. Un certain nombre de mesures sont à l'étude et comme vous, j'ai entendu parler de cette proposition consistant à porter à 40 ans la durée de cotisation, mais de façon à ce qu'ensuite les gens puissent prendre leur retraite au bout de 40 annuités, quel que soit leur âge. Oui. La tendance générale qui est vers la simplification des procédures de calcul de la retraite doit, me semble-t-il, aussi aller vers une tentative de confusion entre la retraite ascédique entre les différentes sources de cette retraite. Mais en ce qui me concerne, je n'ai pas entendu dire qu'un tel projet soit sur le point de déboucher. Oui. Et par conséquent, en ce qui concerne le problème immédiat de ce monsieur, il me semble qu'il n'est pas raisonnable de compter sur une modification à très court terme de la situation qu'il connaît. Maintenant, on peut espérer que les 600 caisses de retraite dont je parlais tout à l'heure connaissent à terme, et je ne pense pas que ce soit le fait particulier du gouvernement que nous avons aujourd'hui, mais de la volonté générale, enfin, des pouvoirs publics, on peut espérer que ces 600 caisses connaissent petit à petit une synthèse un peu plus grande que celle qu'elles ont à l'heure actuelle, de façon à ce que les calculs de retraite, pas seulement pour les caisses de retraite, mais aussi pour les bénéficiaires, soient plus simples. Jour après jour, des gens se posent des questions sur le niveau de retraite auquel ils ont droit, sur la possibilité de faire valoir leurs droits. Il est clair qu'une simplification des procédures de ce point de vue-là serait extrêmement utile. Bien sûr. Donc il faut suivre le dossier, monsieur. Une autre question, c'est à vous. Oui, madame, s'il vous plaît, je voudrais vous poser une question. Nous sommes à la retraite tous les deux, mon mari et moi-même, avec 47 ans et demi de cotisation. Pourquoi paye-t-on toujours des cotisations? Alors je vais vous poser la question. Pourquoi les mères de famille qui n'ont jamais cotisé bénéficient de la retraite de mère de famille sans cotisation? Les personnes qui touchent un complément familial, est-ce qu'il ne serait pas possible de mettre une toute petite cotisation sur ce complément familial? En somme, pour moi, c'est un salaire. J'aurais dû inviter le ministre de la Solidarité, Nicolas Question, là. J'ai l'impression. Il me semble, enfin, sur le fond de votre question, il est exact que les femmes qui n'ont pas travaillé et qui sont épouses de quelqu'un ayant travaillé bénéficient d'une pension. Il y en a de moins en moins, remarquez, une femme qui ne travaille pas. Bon, enfin, non, mais il y en a bien sûr. Il y en a quand même un assez grand nombre, surtout parmi celles qui sont actuellement épouses de personnes à la retraite, bénéficient lors du décès de leur conjoint d'une pension de reversion. Alors, cette pension de reversion est une pension qui permet à l'épouse survivante de ne pas se retrouver démunie, ce qui semble tout à fait normal, et ça reflète l'idée que pendant la vie active de leur mari, même si elles n'ont pas bénéficié d'un salaire en travaillant à l'extérieur de leur ménage, elles ont en fait fourni un travail à l'intérieur de leur ménage, qui est comme cela reconnu. Alors, est-ce qu'il serait souhaitable à terme de modifier ce système dans le sens qu'évoquait cette dame? Comme vous le disiez, je crois que vous auriez finalement mieux fait, non pas d'inviter un macroéconomiste dans mon genre qui s'intéresse au problème général des financements de la retraite, mais d'inviter quelqu'un du cabinet de Mme Questiot qui aurait pu répondre directement sur les projets de notre gouvernement. Je n'ai pas entendu dire qu'une quelconque mesure du type de celle qui vient d'être évoquée soit à l'étude, mais il est possible cependant qu'elle le soit. Enfin, si cette dame a une information particulière, je ne peux absolument pas la démentir. Une autre question, c'est à vous. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonsoir.
Voici la question posée. Y aura-t-il une extension de l'abaissement de l'âge de la retraite pour les professions libérales? Et en complément à cette question, pour remplir les conditions du nombre d'années de travail, s'il y a eu des années de salariat, il serait normal de les additionner au temps de la profession libérale. Que pouvez-vous me répondre? Monsieur Strauss. Oui, alors, tout à fait. Je crois que dans la mesure où une procédure et éventuellement des textes visant à l'abaissement de l'âge de la retraite sont mis en œuvre, il est souhaitable que ceci puisse s'étendre à l'intégralité des Français. Maintenant, la situation n'est pas exactement la même s'agissant des salariés et des non-salariés. D'abord, ça n'est pas la même du point de vue des objectifs poursuivis, car un des objectifs en matière d'abaissement de l'âge de la retraite est de partager le travail et en abaissant l'âge de la retraite, de fournir des postes de travail à des personnes qui sont chômeurs. Alors, ce n'est pas exactement la même chose pour les professions libérales, dans la mesure où les professions libérales n'occupent pas des postes de travail qu'ils libéreraient en passant à la retraite, n'est-ce pas? Et par conséquent, l'effet sur l'ensemble de la politique économique en matière d'emploi n'est pas du tout le même quand il s'agit d'abaisser l'âge de la retraite des artisans, des commerçants, des professions libérales, et quand il s'agit d'abaisser l'âge de la retraite des salariés. Maintenant, du point de vue de la justice sociale, qui est un autre plan, si la législation se met en place et si la société française décide d'organiser son vieillissement en permettant aux personnes âgées de partir à la retraite plus tôt, alors il serait assez difficilement concevable que d'une manière ou d'une autre, cette latitude ne soit pas aussi laissée aux professions libérales. Bien sûr. Une dernière question, très rapide. C'est à vous. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame. Le gouvernement envisage de porter l'âge de la retraite à 60 ans au lieu de 65. Oui. Croyez-vous que ce sera un avantage pour les travailleurs de partir en retraite à 60 ans avec 50% du salaire plafonné et dans la plupart des cas avec une retraite complémentaire qui n'est jamais très élevée, alors qu'ils peuvent actuellement bénéficier de la pré-retraite versée par la SDIC avec 70% du salaire brut non plafonné? Quelle sera à ce moment-là la situation de ceux qui bénéficient déjà de cette pré-retraite? Monsieur, on va essayer de vous répondre parce que monsieur Strauss-Kahn n'a plus que quelques secondes. Alors, il est exact qu'en fait, les gens peuvent déjà partir avant 65 ans en bénéficiant du système que ce monsieur vient d'évoquer. Alors, est-ce que ce sera avantageux? La question n'est pas véritablement celle-là. Il faut que les différentes organisations syndicales qui représentent les salariés et puis les gens qui négocient sur cet abaissement de l'âge de la retraite soient conscients de ce qu'on ne peut pas abaisser l'âge de la retraite en diminuant les droits ou en limitant les droits qui sont d'ores et déjà acquis. Mais il me semble tout à fait clair que l'orientation actuelle qui est donnée et qui va à un abaissement de l'âge de la retraite, encore une fois en liaison avec les problèmes de l'emploi, doit se faire en assurant aux gens qui partiraient plus tôt à la retraite au moins la même retraite que celle qu'ils auraient obtenue sinon. Et c'est, je crois, la signification de ce passage éventuel à 40 annuités qui permettrait de partir plus tôt, parce qu'on aurait commencé à travailler plus tôt, mais en ayant finalement cotisé au moins autant qu'on aurait cotisé sinon. voilà. On s'arrête là, pardonnez-nous, je sais qu'il y a encore beaucoup d'entre vous qui ont des questions à poser, mais l'émission se termine. Merci monsieur, merci à vous tous.